Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc on va faire le point ensemble, on va répéter pas mal de choses puisque petit à petit les choses se mettent en place, hein, les hypothèses de travail, etc. Donc qu'est-ce qu'on a eu? Bon, premièrement, il y a ces cas de variole du singe. Honnêtement, bon, j'en sais absolument rien ce que ça peut devenir ou pas. Donc on verra bien, mais je pense pas honnêtement que c'est ce dont le marché s'affole aujourd'hui. Après, il ne faut pas oublier que le Covid n'est pas mort, les courbes sont en train, le nombre de cas sont encore en train de repartir à la hausse, et notamment on a eu cette semaine, on l'a vu, un certain retour de flux sur quelques valeurs Covid, on le verra peut-être un petit peu plus loin. Est-ce que c'est pour jouer à se faire peur une nouvelle fois? Je pars du principe que tant qu'il n'y a pas un nouveau variant un petit peu plus méchant, où on a des taux de mort plus importants par rapport au cas, le marché ne devrait pas trop s'en soucier. Le marché, hein, c'est toujours la même chose. Hein. On a joué donc à se faire peur sur l'inflation pendant des mois, sur le fait qu'il y avait tout un tas de variants qui poussaient notamment des disruptions dans la supply chain, donc des pénuries, donc une augmentation des prix, la réouverture également. Ensuite, et on a pensé que tout ça a été transitoire, sauf qu'on s'est tapé un variant de plus, puis un autre variant. Et une fois qu'on a pensé que c'était un petit peu fini, on a commencé à parler pic d'inflation à partir de ce moment-là, sauf qu'on s'est pris la guerre. Donc la guerre qui rajoute évidemment les tensions inflationnistes par-dessus. Donc tout ça, évidemment, ça fait que l'inflation est toujours transitoire, ou en tout cas une partie d'elle, mais cette transition n'a fait qu'être repoussée. Et donc c'est pour ça que le pic inflationniste, qu'on est potentiellement en train de tendre ici, hein, alors ça peut toujours, l'inflation peut encore augmenter, etc. Mais ce qu'il faut se dire en gros, c'est que l'augmentation se fait de moins en moins forte, et que donc petit à petit on construit un petit peu le pic. Mais ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que ça ne redescend pas forcément non plus en ligne droite. Et donc, ce que l'on a, c'est toujours le mois de novembre avec les midterms américaines où, évidemment, pour les électeurs, il va falloir faire quelque chose et démontrer qu'on a été capable de combattre l'inflation. La problématique, c'est toujours la même, c'est que donc, on monte les taux, mais essentiellement, qu'est-ce qui combat plus l'inflation actuellement? C'est la baisse des marchés. Donc on a cette perception pour le consommateur qu'il a une baisse de la richesse, il a utilisé une bonne partie de son épargne, surtout pour le consommateur US, on parle, hein. Et donc il commence à arriver maintenant à des moments où il faut qu'il retrouve un job. On avait parlé dans les différentes vidéos, hein, mais concrètement, ça ne se passe pas du jour au lendemain, mais concrètement, voilà, on y arrive. Donc il faut qu'il retrouve un job. Donc potentiellement, il s'était retiré des listes justement de demandeurs d'emploi parce que il voulait vivre la belle vie, il pensait qu'il en avait assez, etc. Des retraités potentiellement vont revenir aussi, parce que finalement leur portefeuille a pas mal chuté, donc dans leurs calculs, ils avaient tout calculé avec les plus hauts. Donc on en est là aujourd'hui. Et ce consommateur, donc, qui avait cet effet de richesse parce qu'il avait conservé, il avait épargné un surplus, et bien aujourd'hui l'inflation a quasiment tout bouffé, surtout aux US. En France, on est encore très fourmi. Mais donc du coup, comme ça a tout bouffé, et ben maintenant ça commence à coincer. Et on l'a vu notamment avec Target, Walmart. Vous avez vu, c'est quand même normalement l'agroalimentaire, la distribution d'agroalimentaire, c'est quand même des secteurs qui sont assez défensifs. Et ce que l'on voit, c'est des titres qui se prennent des bonnes bennes à 20-25%, parce qu'on a des baisses de marge. Ce n'est pas des marges qui sont énormes, mais en gros, on arrive à un moment, si vous voulez, où jusqu'à présent, les résultats des sociétés étaient très solides, et parce qu'ils étaient dans la capacité de pousser, on en avait parlé, de pousser justement leur augmentation de prix au client final, parce que ce client final-là, avec cet effet richesse, son portefeuille action et son surplus d'épargne lié au Covid. Et donc, en gros, tout le monde avait du pricing power. Toutes les boîtes avaient du pricing power. Là, maintenant, on rentre dans le monde d'après, où du coup, comme les clients, ils ont de moins en moins d'argent dans les poches, ils commencent à regarder les prix, et donc ils regardent à la dépense, ils regardent aux alternatives, et donc ça commence, là, par contre, à attaquer. Les entreprises ne peuvent plus passer toutes ou partie de leur augmentation de prix. Nos clients commencent à réduire ses dépenses, et donc réduction de chiffre d'affaires, réduction évidemment de profit, puisqu'on réduit les marges, puisqu'on n'est plus capable de passer les augmentations de tarifs sans
sans baisser le chiffre d'affaires. Et donc là, on va arriver dans un monde où c'est seulement les vraies sociétés avec un vrai pricing power, hein, parce qu'il n'y a pas d'alternative globalement, vous êtes obligé, si vous êtes malade, vous êtes obligé de vous soigner, et ainsi de suite. Vous avez tout un tas de dépenses qui sont des dépenses d'énergie, des dépenses justement de santé, des dépenses de nourriture, se nourrir et ce genre de choses-là, voilà, où en effet on va continuer de dépenser ça. Donc ça c'est du non cyclique. Maintenant évidemment les gens ils vont rogner un petit peu sur le côté premium qui était pas mal à la mode ces derniers temps, donc le bio risque, par exemple si vous regardez dans l'agroalimentaire, le bio risque de se casser la gueule, ce genre de choses-là. Donc c'est important voilà, de bien séparer les choses. Donc du coup on en est là aujourd'hui. Et donc ce qu'il faut bien se dire c'est qu'en gros, on en avait parlé il y a déjà plusieurs mois, c'est-à-dire que parler de l'inflation aujourd'hui, dire que les marchés ont peur de l'inflation lorsqu'ils baissent, c'est déjà has-been quelque part. C'est le monde d'avant. Maintenant, ce qui intéresse le marché, c'est la récession, c'est la peur de la récession, c'est la peur de se dire que finalement, que la Fed augmente ses taux ou pas, c'était un petit peu la même chose. On avait déjà des statistiques qui montraient également le pic de croissance. Mais le fait que la Fed augmente ses taux, en fait, ça va accélérer cela. Alors évidemment, la problématique, elle est là aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas dans quelle proportion on va subir une décroissance. Et on ne sait pas pendant combien de temps. On ne sait pas si ça peut se transformer en un modèle systémique. J'ai fait différentes vidéos pour expliquer voilà, les raisons qui font qu'à aujourd'hui, globalement, pour moi, on peut parler de récession, etc., mais on parlera surtout de décroissance, et il faut essayer de voir dans une vision années 49-50, en gros, plutôt la normalisation. Mais voilà, il faut bien intégrer le fait que vous avez eu donc une augmentation des taux, ça fait plier donc les valorisations des sociétés de croissance notamment, puisque comme je vous ai dit, l'euro de demain n'est plus aussi important et même moins important que l'euro d'aujourd'hui, donc on préfère les valeurs cycliques. C'était toute l'hypothèse de travail qu'on avait déjà pu travailler en 2020, et tout ça, ça s'est mis en branle au fur et à mesure. Ce dont on avait parlé, et ce qui est pour moi très important, c'est de bien comprendre qu'avant que tout le monde parle de cette rotation et que ça fasse consensus, en fait, vous avez de nombreux à-coups. Et on a eu, tout au long de cette dernière année, de nombreux à-coups, avant que dorénavant ça fasse consensus, de la même façon que l'inflation fasse consensus. Et dorénavant, maintenant, petit à petit, de plus en plus, on va commencer à parler la décroissance, etc. De l'autre côté, du monde, du côté pacifique, on a le phénomène inverse, c'est qu'on a la Chine, donc, qui a une politique zéro Covid, donc qui a renforcé ce côté inflationniste en bloquant ses villes, mais également qui a renforcé ce côté un petit peu récession, peur sur la décroissance mondiale. Plutôt que de parler de récession, pour l'instant, parlons de décroissance. C'est un petit peu encore anticipé, peut-être en Europe pas trop, mais pour le reste du monde, quand on parle de croissance mondiale, aujourd'hui, on ne parlera pas de récession, on parlera de décroissance. Et donc, du coup, l'impact de la Chine sur cette décroissance. C'est pour ça qu'on a eu sur les métaux, notamment des tensions et des baisses, parce qu'en fait, on voit bien que ça se chamaille. Donc, on est entre les deux. On est l'inflation, et la baisse de la croissance, et hop, le gros mot sort, bien entendu, tout de suite, c'est la stagflation. Mais encore une fois, il faut faire attention, parce que tout le monde, du coup, vous ramène aux années 70, mais il faut bien faire attention que les conditions économiques ne sont pas les mêmes, il y a beaucoup de différences, bien entendu, et auquel cas, là où il faut faire très attention, c'est qu'il faut éviter d'avoir un biais et de se dire « ouais, ok, c'est copier-coller », donc en gros, on va avoir une stagflation et une dépression économique, une inflation avec des taux qui devront continuer de monter justement pour combattre cette inflation parce qu'on n'est absolument pas au pic et ça va continuer encore d'augmenter. Donc voilà, vous voyez bien que dans les scénarios macroéconomiques, ça se combat. Et quand ça se combat, ben c'est comme sur les cours boursiers, vous avez une congestion, vous avez une espèce de neutralisation et vous avez beaucoup de volatilité. C'est-à-dire qu'on hésite beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent inflation et que ça va être pire. Il y a beaucoup de personnes qui disent le relais, ça va être la récession. Donc l'inflation, comme la demande va baisser, l'inflation va baisser également. L'augmentation des prix sera toujours là, mais moins forte, l'augmentation sera moins rapide. Et donc ça va pousser éventuellement les banques centrales du coup à moins resserrer parce qu'elles veulent éviter, il ne faut pas croire, les banques centrales, leur mission première en effet, c'est la normalisation des prix, la non-volatilité des prix.
mais également, le but, c'est pas de tuer l'économie. Donc on est en plein là-dedans. Donc voilà où on en est un petit peu. Et la Chine, évidemment, elle aussi, il ne faut pas qu'elle perde la face d'ici novembre. Et même si la croissance chinoise, on le sait, est moins forte que ces différentes années, ils ont quand même promis du 5%, je pense, quelque chose comme ça. Et évidemment, avec la politique zéro Covid, c'est compliqué. Donc ils sont obligés, eux, quelque part, d'être très accommodants. Ils ont commencé à l'annoncer aujourd'hui avec des baisses de taux pour essayer de relancer la dynamique. Ce qui veut dire, d'un côté, parce que la Chine, c'est quand même le four du monde, ce qui veut dire également que c'est supporter également la croissance mondiale. Donc vous voyez un petit peu, comme on en avait parlé, on est dans de la guerre, l'entrée dans la crise Covid, on est tous rentrés de la même manière, mais la sortie se fait de manière très différente. On a déjà des banques centrales comme au Brésil qui doivent combattre une inflation qui est très forte et qui sont déjà à 10% de taux d'intérêt. On a également beaucoup d'endettement à taux variable sur des pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande par exemple. A contrario, ce n'est pas tellement le cas aux US et ce n'est pas du tout le cas quasiment en France. Donc on voit tout de suite, il y a les monnaies également, on voit l'euro, on va en reparler. Le dollar qui est très fort à ce stade-là. Donc on voit un petit peu tous ces éléments-là. Et globalement, petit à petit, en fait, ce que vous voyez dans les mouvements, c'est les différents scénarios qui sont sur la table, parce que évidemment, je ne suis pas le seul à le penser, et tous ces scénarios-là sont déjà connus du marché, sont déjà en train d'être petit à petit intégrés. Et en fait, vous allez avoir des à-coups. C'est-à-dire, par moment, vous avez un à-coup, on a peur de l'inflation, que cette inflation perdure, et donc, hop, on va chercher des valeurs value. Et d'un autre côté, des fois, on a peur de la récession, on a peur que le consommateur se fasse la malle, et donc on se dit l'inflation c'est pas un si gros problème, par contre mes profits de société vont sauter. Donc dans ce cas-là, mes banques centrales éventuellement vont devoir réduire la vapeur, donc redevenir accommodantes, ou en tout cas moins resserrées. Donc à ce moment-là, mes valeurs cycliques, c'est pas intéressant parce qu'elles sont impactées directement par le consommateur. Si le consommateur n'achète plus, leur chiffre d'affaires baisse, elles ont des prix à la production qui augmentent, donc leur marge squeak. Par contre, du coup, ce qui va m'intéresser, c'est des valeurs qui arrivent à conserver leur niveau de croissance, qui ont une capacité éventuellement de pricing power également, parce qu'elles sont incontournables, et qui vont profiter, qui ont des liquidités éventuellement, une rentabilité, et qui vont avoir cette capacité donc de moins être impactées que le reste. Et donc en gros, petit à petit, vous voyez que la liste de valeurs devient plus restreinte, et c'est là où ça devient un marché pour des investisseurs actifs, c'est là où ça devient un marché où c'est de la sélectivité. Rien de neuf, globalement, hein, on se le répète, mais il paraît, il y a un copain qui m'a dit, la répétition fixe la notion, donc on y va encore, on remet une couche. Donc ça, pour moi, c'est ce qui est important et bien important de comprendre, c'est pas de dire du jour au lendemain, j'oublie l'inflation, maintenant je sais que ça va être, que le marché va avoir peur de la récession. On avait parlé dans une précédente vidéo justement de se dire que voilà, le marché a quelque part déjà pricé la remontée des taux, l'inflation. Maintenant, ce qui lui manque à pricer, c'est la proportion de la récession. Et comme on en a parlé, on ne sait pas dire, est-ce qu'on va déjà aux États-Unis avoir une récession ou simplement juste une décroissance? Et ensuite, pendant combien de temps? Combien de temps ça va durer et quelle proportion? Parce que avoir une récession parce que vous faites moins 1 sur votre PIB, ok, c'est différent que d'avoir une récession pendant un an et vous tapez du moins 4. Donc il y a ça aussi qui est différent. Je suis, à titre personnel, plutôt sur le premier scénario. Mais ça, il va falloir du temps et il va falloir petit à petit avoir les stats. Et au fur et à mesure où on commence à avoir les stats qui sortent, etc., vous avez les probabilités qui augmentent pour un scénario ou l'autre. Et donc petit à petit, le consensus, en fait, va faire la rotation de ces flux vers un endroit de choix. Mais tant que ça ne fait pas consensus, eh ben vous avez des à-coups. Et puis, en fait, ça vous donne l'impression, en gros, que le marché ne sait pas vraiment où il va, mais en fait, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que c'est en train de se combattre. Et les flux sont en train de se combattre sur les différents scénarios jusqu'à ce qu'il, comme Highlander, il n'en reste plus qu'un. Et à partir de ce moment-là, ça fait consensus. Et en règle générale, quand ça commence à faire consensus, c'est là où vous avez les vagues les plus fortes qui se mettent en place, mais c'est là aussi où c'est le moment déjà de réfléchir à l'après. Donc c'est ce que j'essaye de vous proposer justement en poussant un petit peu à la réflexion d'après. Donc ça, voilà, ça c'est pour les conditions actuelles.
Et ce qu'il faut bien comprendre un petit peu dans les réactions du marché, parce que clairement, c'est un marché qui manque cruellement de catalyseurs aujourd'hui. Par contre, si vous regardez, les entreprises ont énormément de cash. Ces entreprises-là, justement, en ayant énormément de cash, elles se font bouffer comme tout le monde par l'inflation. Donc leur fenêtre, les taux augmentent, donc leur fenêtre se réduit. Elles ont plusieurs choix. Soit elles se refinancent et elles réduisent leur dette, soit elles rachètent leurs propres actions, soit elles essayent de tirer une opportunité de la baisse des prix récentes pour accaparer des positions mineures ou majoritaires dans d'autres entreprises, soit du même secteur d'activité, soit pour faire de la croissance externe sur d'autres secteurs d'activité. Mais en gros, ce cash-là, elles vont devoir le sortir, le dépenser, parce que sinon, il se fait tout bêtement bouffer par l'inflation. Donc ça, c'est pour moi le catalyseur, c'est toujours cette question de flux. Et aujourd'hui, un des gros flux, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est ce cash qu'il y a sur les comptes en banque de nombreuses sociétés qui ont énormément profité des 2 dernières années, qui ont profité déjà pour se refinancer. Donc on a vu globalement, c'est vraiment que les sociétés, les dossiers qu'il faut vraiment mettre de côté aujourd'hui, qui ont toujours un endettement très important et qui s'étaient refinancés en 2020, mais ce n'est pas suffisant parce qu'ils ont une dette qui est vraiment trop colossale. Et donc ces dossiers-là, il faut les éviter parce que forcément, s'ils ont une dette qui arrive à échéance incessamment sous peu, ils vont devoir se refinancer à des taux qui ne sont pas franchement agréables. Qui plus est, voilà, si c'est des sociétés qui sont un petit peu proches du dépôt du bilan. Donc après, il y a des paris à faire quand vous faites de l'obligataire, aller chercher ces sociétés-là qui vont vous offrir des coupons à 8 ou 9%, en espérant après évidemment qu'ils ne fassent pas faillite. Mais globalement, voilà, il y a ce genre de choses-là. Et puis, ces sociétés-là également vont proposer après des obligations convertibles. À ne pas confondre avec les OCA, hein. Mais des obligations convertibles, vraiment, voilà, où vous avez un coupon, et si la situation s'améliore, ben, vous décidez de devenir actionnaire, donc vous transformez vos obligations en actions, parce qu'à ce moment-là, vous avez certainement une prime de risque qui va être un rendement qui va être plus important sur les actions, parce qu'elle sera tirée d'affaires. Mais c'est une manière également de se financer. Mais donc c'est une manière dilutive, mais les OCA, c'est vraiment prendre cet aspect-là et le pousser un petit peu jusque dans cette plus grande perversité. Donc voilà un petit peu globalement où on en est. Et après, on va faire le point ensemble petit à petit. Donc, grosso modo, CAC 40, rien ne change. C'est baissier à court terme, c'est neutre à moyen terme et c'est haussier à long terme. Donc en fait, on est coincé. Donc c'est de la volatilité, c'est du zigzag et il faut sortir à un moment donné. Il faut sortir par le haut ou par le bas pour donner la suite. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant cette semaine, globalement, c'est je dirais qu'on a, alors je n'ai pas le bon truc, on est en train de construire, enfin on est en train de continuer la construction et on est en train de construire un petit peu un petit range intermédiaire. Donc pour la semaine prochaine, moi ce qui va m'intéresser, c'est comment on sort de là. Est-ce que 6002, 6100 on est capable de tenir? Oui, on peut continuer de zigzaguer, mais ce n'est qu'au-dessus de ces 6350, 6380, 6004, on va arrondir, qu'on peut commencer à se dire, allez, on peut jouer un rebond en mode prolongation. Il restera encore beaucoup de boulot pour moi avant de parler de retournement de la tendance haussière. On n'y est absolument pas, mais voilà, ça serait un début un petit peu de mieux où on se dirait que le marché a pricé le pire et est en train d'essayer de voir le bon côté des choses, c'est-à-dire dans les mauvaises nouvelles économiques, voir que les banques centrales ne vont pas pouvoir resserrer autant qu'elles voudraient, ce qu'on a déjà pricé éventuellement. Mais ce qu'il faut bien se dire, on avait parlé justement dans le rapport de Bank of America, c'est que le premier coup, c'est la hausse des taux. Le deuxième coup, évidemment, c'est la récession et donc pricer un petit peu les baisses de profit des sociétés. Et ce qu'on a vu un petit peu dans les résultats des sociétés déjà au premier trimestre, c'est qu'un petit peu tout le monde quand même a commencé à nous expliquer que ça allait être très dur pour la suite. Et on le voit, le marché ne fait pas de quartier, même sur des grosses capitalisations comme Walmart. Vous voyez un petit peu les écarts que vous prenez. Donc, il faut bien se rappeler ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont parler de valeurs défensives. Dans un marché baissier, les valeurs défensives, ça n'existe pas. Donc il y en a bien sûr des valeurs qui baissent moins que les autres. Il y a des valeurs qui sont toujours en hausse, bien entendu. Mais s'attacher à se dire, moi j'ai que des valeurs défensives en portefeuille, c'est risqué. Parce que c'est se donner, c'est avoir une certitude
et donc du coup ne pas voir la réalité en face quand ces valeurs-là se mettent à baisser, de ne pas pouvoir les couper en se disant non mais c'est bon, c'est défensif. Donc faites attention par rapport à ces dits. Donc ce qui m'intéresse, voilà, c'est 6002, 6100 et en gros 6350, 6004 où on peut arrondir à 6004, 6005. Au milieu, c'est un petit peu en mode no man's land, hein, c'est-à-dire qu'on continue de congestionner. En dessous, on réouvrirait la porte, on a toujours un gap sur les 6000 points, donc on réouvrirait la porte d'aller chercher ces 6000 points. Et après, quid, il faut attendre. Hein. Évidemment, je peux vous donner tous les niveaux éventuels qui peuvent servir de support, mais ce n'est pas vraiment important pour moi. Ce que je veux, c'est que le marché me démontre un support qui l'intéresse vraiment, qu'il ait la capacité de rebondir, mais que ce rebond ait la capacité de casser les résistances. Or là, c'est ce qu'on n'a pas été capable de faire en début de semaine. On a corrigé du coup le rebond et aujourd'hui on a tenté de relancer et on a échoué avec une mèche haute. Donc en gros là ça valide bien qu'on reste en mode rebond, qu'on reste en mode trading, casquette, prendre ce qu'il y a à prendre en attendant qu'on ait véritablement un retournement. Alors après, bien entendu, ça c'est le CAC 40, il faut faire attention à l'illusion des indices parce qu'après au cas par cas, valeur par valeur, il y a des choses où il n'y a pas de signal de vente, globalement. Hein. Si vous êtes en train de jouer le rebond sur certaines valeurs, elles sont toujours dans leur mode rebond, donc on ne solde pas la position. Donc voilà, c'est bien faire attention également de ne pas se faire noyer par les indices, à ne regarder que les indices, puisque c'est essentiellement vrai sur le Nasdaq, où vous voyez par exemple une valeur comme Apple qui est en train de vraiment acter sa baisse maintenant depuis globalement avril, hein, et en fait si vous regardez le Nasdaq, vous vous dites c'est moche, oh mon Dieu, courage, fuyons. Mais ce qui est très important de regarder, en gros, c'est que vous avez différentes choses qui se passent à l'intérieur de l'indice. Alors surtout si on prend le Nasdaq Composite et on va chercher un petit peu les plus petites caps qui sont quand même des grosses si on compare à l'Europe. Mais ce qui est important, voilà, c'est bien de se dire ça, c'est que ça reste une tendance baissière, on est toujours dans le biseau, on est revenu tester la bande basse ici, et on tente tant bien que mal le rebond actuellement là-dessus, ce qui prouve que, ok, c'est pas trop mal. Donc vous voyez la zone des 11 500 points, on est en train de travailler. Il y a un petit gap ici, on le refermera pas, on verra. Mais globalement, on est bien dans cette zone qui est une zone large, hein, en mode râteau plus que fourchette, mais qui est une zone, à mon avis, qui devrait être réactive. C'est quoi l'idée derrière le Nasdaq? Et de se dire qu'éventuellement, ou tout du moins pour les prochaines semaines, ça peut peut-être offrir un peu de surperformance par rapport à des indices plus value, c'est de se dire le marché price plus quelque part l'inflation, mais va de plus en plus pricer la récession. Et dans ce cas-là, les valeurs, des valeurs justement qui sont des valeurs de croissance, qui certes seront très certainement aussi impactées, les budgets publicitaires peuvent baisser, ce genre de choses-là, bien entendu, mais voilà, reste très rentable, avec du cash en caisse et les reins solides. Donc le marché peut y trouver un certain confort et un certain côté défensif, un certain côté refuge, parce qu'ils auront quand même la capacité. N'oubliez jamais, et je vais en reparler, de cette prime de risque du marché. C'est toujours de se dire qu'est-ce qu'on veut. Pour que je sois intéressé à investir dans l'action, il faut que le rendement de mon action, celui que j'attends, soit supérieur à ce que j'obtiens sur l'OAT à 10 ans. Sur les US, l'OAT à 10 ans est à 3% et pour l'instant on voit qu'elle bloque un petit peu. Donc ça veut dire qu'il faut au moins que j'ai un rendement supérieur à 3%. En règle générale, avoir le rendement supérieur à 3%, ce n'est pas suffisant. Ce que veulent les marchés, c'est éventuellement avoir du rendement à 5. Hein. Donc c'est avoir quand même un différentiel un petit peu important entre les obligations. Sinon, les obligations deviennent plus intéressantes, les flux sortent des actions pour aller plus sur l'obligation, et vice-versa. Donc là, pour l'instant, pour moi, on est toujours dans un monde où il y a quand même pas mal de cash. Hein. Oui, il y a du resserrement monétaire, mais la Fed n'a même pas commencé encore à réduire son bilan. Hein. Alors bien sûr, certains diront que c'est que le début du cocotier. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas y voir de relation non plus de cause à effet. On rentrera peut-être dans les détails dans une autre vidéo. Mais ce qui est important pour moi, voilà, c'est bien comprendre un petit peu les rotations que le marché peut faire. Et d'éviter, dès que le Nasdaq va peut-être regagner 3 ou 4%, de sauter sur votre cheval et de dire c'est bon, voilà, le marché est en train d'acter le scénario. Non, non, non. Parce que vous voyez, par exemple, vous pouvez avoir le même coup qu'ici.
C'est-à-dire qu'ici, le marché fait un bon rebond, mais c'est un rebond au prorata, un rebond technique qui reste dans une tendance baissière. Donc il peut toujours le refaire, ça ne veut pas dire, c'est à considérer comme un à-coup, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, et non pas comme l'achèvement de la rotation, que oui, c'est le scénario en effet qui va se passer, à se réaliser, que le marché va se mettre à avoir peur de la récession, que le marché va commencer à parler déflation, et que donc du coup, les valeurs, donc il ne va plus y avoir de resserrement monétaire, et que donc du coup, les valeurs de croissance et Cathie Wood vont remonter au 7e cieux. Voilà, c'est le scénario que vous pouvez avoir, mais il ne faut pas penser que ça va se passer du jour au lendemain. Ça mettra du temps à se passer, et surtout, ça peut être un scénario que le marché joue sur 6 mois, parce que la décroissance, la récession éventuelle, la déflation même éventuelle, je pousse jusque-là, même si j'y crois pas, mais poussons jusque-là, ça peut éventuellement être juste un contre-coup de la réouverture, de la guerre et des pénuries, et donc vous avez le contre-coup qui se fait, mais c'est quelque chose de très rapide, comme en 1949, et ensuite, vous avez en fait une normalisation. Et en fait, vous avez pendant plusieurs années une sinusoïdale, qui se met en place. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, en gros, c'est que, je ne sais pas, dans 5 ans peut-être, on prendra du recul sur ce qui c'était en train de se passer, et on comprendra en fait que le marché jouait beaucoup plus rapidement les différents cycles, d'un cycle beaucoup plus grand. Et quand on a le nez dans le guidon, on ne le voit pas nécessairement au jour le jour, bien entendu. Et c'est bien important de lever les yeux. Alors bien entendu, ça rapporte pas de dire ça. L'idée, c'est d'avoir les idées claires pour que quand il y a des choses qui se passent sur le marché, on évite de paniquer ou on évite au contraire d'être en mode FOMO. Donc cette vue d'ensemble, l'idée, c'est pas de dire bah ouais, all-in sur ça, all-in sur ça. Non, c'est l'idée, j'ai la vue d'ensemble et donc je suis capable de ne pas surréagir par rapport aux événements de marché. Et là, pour le Nasdaq, c'est la même chose pour moi. On est en train de revenir chercher dorénavant un plus bas. Je ne surréagis pas. Je veux dire, on peut même aller, hein, on en a parlé sur l'académie notamment, en effet, vous pouvez même aller chercher les 10 500. Très bien, oui, on peut parler de tous ces niveaux-là, il y en a plein hein, globalement. Mais ce que l'on voit en fait, c'est que le dernier niveau qui avait été énormément travaillé juste avant le vaccin, c'était cette zone globalement, on va arrondir entre les 10 008 et les 12 003. Et donc on y est là-dedans. Donc après, ce qui est important de vous dire, c'est qu'on n'est pas à essayer de deviner le point bas exact. En plus, sur le Nasdaq, c'est très volatile, on n'est pas à 2% près globalement. Mais c'est juste de se dire, on est dans une zone aujourd'hui où quelqu'un qui veut jouer une partie de son scénario sur la récession, la baisse de l'inflation et donc le non-resserrement monétaire peut commencer petit à petit à réinvestir sur le Nasdaq, sur un tracker par exemple. Okay, oui, c'est anticipé. Non, ce n'est pas moindre risque, clairement pas. Mais là, on est sur des scénarios macro. Et on parle de pondérer une partie de son portefeuille uniquement à ce stade-là. Parce que je pars du principe que même si le marché, je ne considère toujours pas que le marché, l'indice en tant que tel, a capitulé. Une capitulation serait justement qu'en gros, lundi, hein, pouf, on ouvre directement à 11 000. Là, je commencerai honnêtement à considérer que oui, on est en train de capituler. Et donc, du coup, de jouer la mèche et d'essayer d'avoir à ce moment-là des liquidités pour essayer d'arbitrer des choses, etc. et re-rentrer. Mais globalement, voilà un petit peu mon idée. Ce qu'on a bien validé aujourd'hui aussi, c'est que les 12 000 points après les 12 006, globalement, c'est les deux niveaux pivots. Si vous ne voulez pas jouer aux devinettes, et c'est ce que je vous recommande, plus vous êtes débutant, moins vous devez jouer aux devinettes. On attend d'avoir les signaux pour rentrer, donc on fait un peu plus ou moins de risques. L'idée, c'est justement de se dire... le marché se reneutralise, se retemporise au-dessus des 12 000 points. Et ensuite, on aura parlé d'un rebond plus durable au-dessus des 12 006. Mais en dessous des 12 006, 12 000 points, c'est baissier, hein, point barre. Mais là aussi, le Nasdaq, il est coincé dans une grosse tendance baissière de court terme, donc très neutre à moyen terme. Hein. Quand je dis très neutre à moyen terme, si vous voyez, la neutralité, elle est là. Hein. On y est, hein. On arrive dans la zone de neutralité. Mais pour autant, la tendance haussière, si vous regardez sur des unités de temps beaucoup plus longues, bien entendu, elle est là aussi. Donc voilà un petit peu le point un petit peu où on en est, et c'est très important pour moi de bien faire ce dézoom, quitte à me répéter, quitte à faire des vidéos longues, parce que jour après jour, je le constate de par les questions que je reçois, etc., c'est important de répéter, parce que je vois voilà, qu'il y a des choses, et c'est normal, bien entendu, qu'on ne va pas saisir du premier coup.
bien entendu. Et donc du coup, on pense parfois à des choses, mais en fait, ça a déjà été dit globalement. C'est juste qu'on prend du temps pour maturer l'idée soi-même. Donc voilà un petit peu pour ces points-là. Ce qui nous intéresse aussi sur ce scénario un petit peu Nasdaq, c'est de voir que les taux se détendent. Et là, c'était ce qu'on s'était expliqué dans différentes vidéos, c'est qu'il faut faire attention. Le jour où les taux se détendent, il ne faut pas le voir comme un espèce de vase communicant au jour T, au jour J, pardon, de dire ah ben, les taux sont en train de baisser, donc le prix des obligations remonte, donc hop, all-in sur les valeurs de croissance. Comme vous le voyez, le Nasdaq est en train de se prendre une chèvre actuellement. Donc là, ce qui est important de se dire aussi, c'est pourquoi les obligations remontent. Ben parce que ça sert aussi de refuge. Certes, vous chopez 3% de coupons, donc c'est toujours en dessous de l'inflation, donc vous êtes toujours en taux réel négatif. Mais globalement, certains portefeuilles vont repondérer un petit peu les obligations, puisque si l'objectif c'est de jouer la récession économique, si la récession économique, ça veut dire que le dollar va baisser, donc il ne servira plus de refuge. Si le dollar baisse, j'ai également des impacts sur mes matières premières. Donc si j'ai une récession, j'ai un impact sur mes matières premières. Donc globalement, tout ce que j'ai joué pour l'instant pour protéger mon argent, ça sera plus vrai dans, je sais pas, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Donc une partie de mon portefeuille, je le réalloue en obligataire, même si en effet, je suis aujourd'hui éventuellement à du moins 3, moins 4% en taux réel. Ben, l'année prochaine, s'il y a vraiment eu une récession, ben, mon inflation ne sera plus à 8, elle sera peut-être passée à 5. Et donc potentiellement, je serai à un coupon de moins 2. Mais le prix de mon obligation aura augmenté. Donc est-ce que ça compensera ou pas? Mais globalement, en gros, je connais déjà plus ou moins ma perte en avance. Alors que sur le marché action, j'en sais rien. Si on a vraiment une récession qui est plus forte que ce que l'on croit et que le marché veut pricer, des bénéfices qui baissent, eh ben, potentiellement, on n'a pas fini de baisser, comme le disait le rapport de Bank of America, qu'on avait commenté ensemble, il parlait de 3000 points. Perso, sur le S&P, je vois plus 3500 comme étant un gros morceau, mais bon, après, c'est une question d'horizon de temps. Donc, dans cette hausse des obligations, plutôt que tout de suite y voir, ouais, ça va être génial, les valeurs de croissance, etc., il faut y voir une peur du marché et le fait qu'il est en train de plébisciter la récession. Mais il ne faut pas omettre que la tendance est toujours baissière. Donc ça veut dire que le scénario central pour le marché, c'est toujours inflation. Mais que le scénario récession, petit à petit, grossit. Mais à ce stade-là, vous le voyez, ce que l'on est surtout en train de faire, c'est un prorata. Donc c'est là où c'est très intéressant. C'est que le marché se met maintenant à avoir peur de la récession, mais éventuellement, à un moment donné, le marché se réveillera en se disant oui, il va y avoir une décroissance, mais j'ai peut-être un petit peu abusé, il n'y aura pas de récession, ou j'ai un peu plus confiance que mon consommateur va être résistant, et donc on va s'en sortir en gros. Et surtout, ce n'est pas une récession ou ce n'est pas une décroissance qui mènera plus tard à une espèce de truc larvé de stagflation pendant 10 ans. Quoi. On va remonter la pente dès l'année prochaine. Voilà, c'est ça qui est important pour le marché. Le marché est une bête qui anticipe. Donc ce qu'on doit regarder ici dans cette augmentation des obligations, c'est d'une part qu'il y a certainement à un moment donné ou à un autre à jouer les valeurs de croissance parce que le marché va jouer à également chercher des valeurs qui continuent de croître au-dessus du marché, au-dessus de l'inflation, qui ont de la visibilité sur cette croissance, voilà, ce genre de choses-là. Donc ces valeurs-là peuvent en profiter. Mais au niveau de l'obligataire, à ce stade-là, ce qui est important de dire, c'est que c'est juste un rebond au prorata de la baisse actuellement qui ne remet pas en cause la tendance baissière actuellement des obligations. Et donc, la tendance haussière à court terme, je parle sur plusieurs mois, sur 2 ans, des taux. Donc les taux, même s'ils bloquent, ils continuent de bloquer aux alentours des 3%. Voilà, c'est du blocage à ce stade-là. C'est la même chose quand on va regarder justement le dollar. Le dollar, c'est la même idée. Vous avez une hausse qui devient maintenant exponentielle puisque ça fait consensus. Donc le dollar sert de refuge. Donc évidemment, ça va vous impacter l'euro. Donc ça impacte évidemment l'inflation dans des pays qui vont importer énormément de leur énergie. Je rappelle que tout ça est en dollars. Ça impacte du coup l'or, ça impacte l'argent, etc. Mais ce qui devient intéressant, c'est que voilà, on a touché un pic éventuellement là aussi. Et donc on est en train de refluer. L'idée, c'est que même si on reflue jusqu'ici,
c'est pas de dire ça y est, le dollar est mort. Ça y est, le scénario, c'est qu'on joue la mort du dollar et donc on joue à fond le renouveau sur, la baisse des taux, donc le renouveau des valeurs de croissance, et en gros, on est en mode binaire, vous savez, et all-in. Non, ce qui se passe actuellement là, en effet, c'est une correction du dollar qui peut donc amener des scénarios de rebond de court terme sur tout ce qui est lié, mais c'est toujours une tendance haussière de fond. Donc les probabilités sont toujours importantes qu'après cette correction, elle soit achetée et que le dollar remonte. Et ce n'est qu'après plusieurs zigzags qu'on pourra éventuellement construire une figure. Et là, la sortie de cette figure nous donnera un scénario plus moyen terme. C'est-à-dire soit ma récession bullshit, c'est vraiment l'inflation qui me fait peur et la Banque centrale va être obligée de monter encore plus ses taux. Et donc j'ai mon dollar qui joue encore plus son refuge, qui casse par le haut. Ou au contraire, ma récession est vraiment, enfin ma récession ou ma décroissance est vraiment en train de prendre le pas. Et donc, je commence vraiment à jouer le fait que mon inflation va être impactée par ça, en gros, et je vais normaliser tout mon truc et je casse par le bas. Parce que c'est plus mon refuge. Je reprends du risque, globalement. Je me remets à prendre du risque. Sur des valeurs sélectées, hein, bien entendu. Donc, quelque part, c'est important actuellement de bien se dire, vous voyez, on peut avoir tous les scénarios macro, et c'est passionnant, etc. Mais à la fin de la journée, ça ne vous a pas apporté plus au sens S du terme, de se dire « je sais exactement ce que je dois faire demain ». Non, c'est des choses qui se passent dans le temps et on prépare les listes, on prépare les valeurs et petit à petit, vous voyez, on met en adéquation le scénario. Par contre, ce qui vous sert d'indicateur dans ce scénario-là, c'est derrière d'utiliser par exemple en ce moment le dollar ou le 10 ans américain. J'utilise plutôt le 20 ans américain, mais là pour la vidéo, je vous montre le 10 ans. Parce que c'est celui dont tout le monde parle, mais je préfère le 20 ans. Bref, passons. Mais en gros, voilà les indicateurs que vous devez suivre. De la même manière que le pétrole également est un indicateur. C'est-à-dire que vous voyez, on a une congestion. Si on casse ici par le haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plus peur de l'inflation et potentiellement de la guerre, du Covid, je sais pas, de la variole du singe, et que donc tout ça nous pousse encore plus à bloquer finalement les supply chains, et donc on continue encore de ramer au niveau de l'inflation. Donc certes, on impacte l'économie, mais l'inflation n'est pas en pic, donc on rejoue une étoile. Ou alors, on continue un petit peu le zigzag et on finit par casser par le bas. Ça reste une tendance haussière, mais on se met à dégager un petit peu. On souffle en fait tout le scénario qu'on a mis en place ici jusqu'à ce stade, c'est-à-dire qu'on commence vraiment à privilégier que cette décroissance va être plus forte qu'on le pense, potentiellement donner une récession, et que ça va calmer l'inflation. Donc en gros, le marché, de part quand vous suivez quelques indicateurs comme ça, de la même façon que vous suivez le cuivre, pour savoir un petit peu quel est l'état de santé de la Chine, vous avez comme ça des indicateurs qui vont vous permettre un petit peu d'y voir plus clair en termes de timing. C'est ça qui est important. Ça même si le pétrole vient à baisser et à casser ici par le bas, et donc, oh mon Dieu, la récession, tout ça, ça ne changera pas que ça restera quelque chose pour les X semaines ou X mois à venir. Ça ne change pas que dans 3 ans ou 4 ans, le scénario de base, c'est toujours du pétrole plus cher parce qu'on en a de plus en plus besoin et on continue de ne pas y investir. Donc structurellement, il y a de moins en moins d'offres alors que la demande, elle, continue de croître. Donc vous devez, et je le répète peut-être à toutes les vidéos, excusez-moi, mais c'est vraiment important, donc vous devez bien prendre en considération justement que c'est très important, c'est le plus important même, de bien comprendre un petit peu les différentes unités de temps sur lesquelles les scénarios s'imbriquent, pour éviter de se faire complètement happer par une idée qui semble lumineuse et totalement vraie là maintenant à l'instant T, mais c'est pas ça réellement que le marché en termes de grosses tendances voudra jouer dans 6 mois. Et ce qui fait nos profits, c'est pas les mouvements au jour le jour, c'est les grosses tendances. Donc c'est sur ça qu'on veut se concentrer au fur et à mesure pour construire les scénarios. Voilà, j'espère que c'était clair en tout cas. On va juste faire un petit tour, on le voit sur l'or
On le voit quand le dollar se met un petit peu à baisser, l'or redresse un petit peu la tête, mais on a mis un tir quand même sur l'or, hein. Moi, honnêtement, je pensais qu'on allait s'arrêter ici, ça aurait été plutôt pas mal. Là, on met un petit tir. C'est pas encore tout cassé, hein, mais c'est pas jojo. Donc, globalement, tant qu'on ne va pas repasser au-dessus des 1900 pour arrondir, hein, 1880, 1900 dollars, ça va être dur de reparler de relance haussière sur l'or. L'argent, c'est pareil, on a cassé un petit peu tout ce qui pouvait être beau. Alors on tient les supports éventuellement, on construira des nouvelles figures, mais en gros on a remis à plus tard les différents scénarios positifs. Alors pour l'instant c'est du rebond technique. Donc les minières c'est la même chose, c'est du rebond technique qu'on a actuellement sur les minières et il faudra voir en fait les prochains indices. Et là aussi ça nous indiquera si le marché, dans quelle proportion le marché joue la récession. Dans quelle proportion du coup le marché va anticiper que le resserrement monétaire va devoir s'arrêter, ce qui est négatif pour l'or et l'argent, et donc on va repasser dans une politique accommodante, ce qui est positif. Et le dollar baisse. On a une récession, donc on a certaines craintes et donc on a besoin de refuge. Et donc potentiellement, même si ça ne rapporte rien, vous n'avez pas de rendement, ça vous crée un refuge. Et après c'est une question de flux. Pour l'instant, on le voit, c'est du rebond technique, pas grand-chose de plus. Et sur l'euro, eh ben, la BCE doit bien réagir à un moment donné. Et finalement, ce qu'on ne va pas avouer, ce qu'on va dire évidemment, c'est pour combattre l'inflation. Mais vous le savez très bien, l'inflation est là depuis déjà des mois au niveau de la Banque centrale et on joue la montre. Là par contre, ce qui devient endommageable pour l'économie et surtout avec la guerre et surtout donc avec l'impact des prix de l'énergie qui sont en dollars, donc c'est une inflation supplémentaire qui est importée, c'est donc la pression sur le consommateur et c'est donc in fine une pression sur l'économie. Et bien c'est le fait que l'euro n'est pas suffisamment fort. Et une manière pour essayer de le renforcer, évidemment, ça va être de remonter les taux. Alors ils feront du 0,25 ou ils feront du 0,5, j'en sais rien, ça sera leur décision, mais ça permettra, on le voit déjà, le marché anticipe, de faire du rebond technique à ce stade-là, parce que ce qu'il ne faut pas enlever, c'est que la tendance reste baissière. On peut éventuellement faire du prorata, hein, on le voit sur ces 1,06, 1,07, jusqu'au 1,08 on peut monter, honnêtement, je considérerais toujours ça comme du prorata. Et après, il va falloir attendre de voir comment on construit et de casser cette construction par le haut. Et là, commencer à parler, tiens, on commence à mettre petit à petit un rebond plus durable en place. Et donc, du coup, ça nous impacte, nous, en tant qu'investisseurs. Parce que l'idée, ça sera de se dire, tiens, ça veut dire que si l'euro remonte bien, pour l'instant, on n'y est pas, hein, mais si l'euro commence à bien remonter, et je parle au-dessus des 1,08 notamment, le côté, tous les flux sont en dollars et sur les US, eh ben, on va commencer à se poser des questions et c'est là où les flux peuvent commencer justement à se rapatrier ailleurs, pays émergents, Europe, Asie. Et c'est là justement où ça peut être intéressant d'un point de vue macro de surpondérer et de surperformer sur différents marchés autres que les US qui à aujourd'hui continuent de jouer leur rôle protecteur de refuge grâce au dollar notamment. Donc voilà un petit peu pour tous ces aspects-là. J'espère que je vous explique mieux que ce que je vous noie. On va regarder quelques actions globalement, puisqu'il y a quand même des choses intéressantes, malgré les marchés, comme je vous ai dit, attention à l'illusion des indices. On a Air France déjà, pour commencer, qui était dans une belle congestion qu'on est en train de casser par le haut. Alors oui, hein, on peut revenir, consolider, etc. Mais globalement, je pars du principe qu'au-dessus des 4 euros, ça va rester positif et je continuerai de tenir ma ligne. Il y a des bons volumes. Je continuerai de tenir ma ligne et éventuellement d'accumuler si on fait un prorata un petit peu plus puissant. Puisque voilà, des tendances comme ça, il n'y en a pas des masses globalement et je vais m'y attacher pour éviter de me faire balader un petit peu au jour le jour. Alibaba, il y a les résultats qui vont tomber, je ne sais plus quand, le 26 mai. Ce qui me plaît, hein, c'est ce biseau. Évidemment, il faudra le casser par le haut, hein, donc là c'est toujours le côté binaire des résultats. Si on casse par le haut, globalement, ça voudra dire, et je pense qu'on aura la même chose hein, sur tout ce qui est Tencent, sur tout ce qui est Pinduoduo, enfin toutes ces chinoiseries. Et globalement, ce qui sera très intéressant, voilà, c'est que ça commencera à acter le retournement. Ça ne sera pas fait encore, il y aura encore du boulot, mais petit à petit, ça commencera à acter peut-être la surperformance justement de la politique accommodante de la Chine, et ça pourra aider. Ça, Allied Health, c'est le titre d'OB américain, mais c'est des titres un petit peu axés Covid, et on voit, il y a un petit peu plus de spécu qui se met en place. Donc ça peut servir pour de la spéculation, mais ça peut servir surtout comme indicateur de se dire, est-ce que le marché prend vraiment peur sur le Covid ou pas? À titre personnel, je pars du principe que c'est que de la spécu, le marché ne prendra pas peur comme il avait pu prendre peur avant.
à moins d'un nouveau variant, je vous l'ai dit, parce qu'actuellement on connaît tout sur le marché. Alors après, il peut y avoir des nouveaux trucs, la variole du singe là, pour l'instant je ne le considérerai pas encore. Après, si ça commence à se développer en mode on ne sait pas, on sait pas le bloquer autre qu'en faisant des confinements, encore une fois, évidemment, ça ne sera pas Jojo, mais encore une fois, je ne connais pas le sujet, donc je ne vais pas m'épancher là-dessus. Alstom, c'est en phase de rebond. Là aussi, on va peut-être bloquer un petit peu globalement et ça nous permet de construire les figures. S'il y a un retour sur la zone des 22,70, ça peut toujours servir comme soutien. Apple, c'est un petit peu ce qui casse la dynamique, vous le voyez, du Nasdaq actuellement, le S&P aussi, mais du Nasdaq parce que c'est quand même une pondération à 12%. Donc c'était l'illusion des indices que j'avais expliqué, où finalement l'année dernière c'était grâce aux GAFAM et à une poignée d'actions qu'en fait on ne voyait pas, il y avait une illusion, les indices montaient, tout le monde croyait que c'était super, super beau la bourse, mais en fait il y avait une majorité de titres qui étaient déjà en tendance baissière qui se faisaient défoncer. Et on a commencé à parler d'éclatement de la bulle dans les journaux, ils ont commencé à en parler que là, hein. Ces 2 ou 3 dernières semaines, a commencé à parler des éclatements de la bulle, des valeurs crypto, des trucs, des machins, alors que, pas les cryptos en elles-mêmes, mais les valeurs liées, NFT, crypto, tous ces trucs spéculatifs, alors que c'est déjà rampant, je veux dire, depuis des mois, depuis à peu près novembre 2021, voire pour certaines d'entre elles déjà, depuis, c'était le début d'été, voire la fin du printemps 2021. Or, là, maintenant, la baisse des marchés est beaucoup plus visible pour la majorité des gens parce que vous avez les gros qui se mettent à sombrer. Et pas qu'un peu, vous voyez, Apple, c'est quand même en mode, là, c'est devenu exponentiel. Alors, il y avait ce support des 138 qui lâche. Donc maintenant, on est en train d'arriver, j'avais dit, les 132. Donc on a tenu les 132. Alors après, hein, il y en a d'autres, hein, évidemment. Je ne suis pas là en mode Irma. Ça peut être les 128 qui peuvent être aussi intéressants. Bon, il y a un petit gap ici. Après, voilà, le but du jeu, c'est juste se dire, OK, ça peut permettre un petit rebond. Mais l'idée, c'est de se dire, ouais, c'est que du rebond technique. Je veux dire, vous pouvez même remonter jusqu'ici. Globalement, on a marqué un niveau de résistance ici sur les 150. Éventuellement, sur le prochain rebond technique, on remarquera peut-être ces 138 dorénavant, 140 en résistance à nouveau. Bref, c'est une tendance baissière dorénavant, court terme, hein, Apple. Et avec sa pondération à 12% de l'indice, eh ben forcément, ça fait mal au Nasdaq. Alors que si on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé, concrètement, je regarde mon portefeuille, j'ai joué des plus petits dossiers, etc. Ça tient plutôt pas mal. Alors, c'est des dossiers qui ont pris 20-30%, donc c'est normal qu'ils rebaissent de 5, 6, 7%. C'est de la conso au prorata, mais ils ne cassent pas leur configuration de congestion. Et c'est ça que je vais apprécier regarder dans les semaines à venir. Par contre, les gros poissons, évidemment, vous voyez bien le deleveraging qu'il y a actuellement, le dérisque qu'on est en train de faire, et surtout le poids des trackers. Il ne faut pas l'oublier parce que tous les gens sont en train de prendre peur maintenant et donc de vendre leurs trackers. Et des fois, leurs ordres mettent 2 ou 3 jours éventuellement à arriver sur les plateformes, sur le marché. Et surtout, ces trackers-là, ils ne passent pas les ordres dès qu'ils arrivent. En règle générale, ils font des gros paquets. Et ils les passent, pas en un morceau, mais en plusieurs gros morceaux. Donc ça aussi, il ne faut pas négliger cette fameuse idée des portes de sortie de secours. Hein, que ça aussi, je vous l'ai répété pendant très longtemps. Et donc, nous y sommes. Donc du coup, voilà, 132, 128, c'est la zone pour moi où Apple devrait trouver quand même un petit peu de soutien. Suivant le rebond que l'on aura, on aura ensuite la construction de figures, on verra. Il nous manque bien entendu des impacts. Mais voilà, grosso modo, ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand vous avez Apple comme ça qui va faire des zigzags, il faut s'attendre à ce que l'indice fasse des zigzags. Par contre, c'est de l'illusion d'indice. Et du coup, on va chercher, nous, les dossiers de manière plus sélective et on va voir que certains d'entre eux tiennent encore très bien. J'accélère globalement, mais Arcelor, c'est la même chose. Hein. On avait la réflexion cette semaine avec Jacquet Metal. Donc, beaucoup de personnes regardent les PER. Donc, vous avez des PER à 2 ou à 4. Donc, forcément, vous dites, c'est pas cher. Hein. L'entreprise n'est vraiment pas valorisée. Et donc, du coup, c'est une entreprise qui mériterait d'être à 2 fois son prix. Donc, j'achète. Il faut vous dire que le marché, des fois, a des accès, bien entendu, et est inefficient à court terme, mais quand même, il n'est pas trop couillon, le marché. C'est-à-dire qu'il va quand même tenter à chaque fois de valoriser les choses correctement. Donc, quand le marché n'est pas en train de valoriser une entreprise correctement, et que vous avez un PER à 4, d'une part, vous devez vous dire que c'est le PER qui est soit de l'année avant, soit de l'année en cours qui est prévue. Et donc, ce qui est important, c'est de se projeter. Parce que des fois, vous avez des titres
qui reste un petit peu en arrière-plan, d'une part parce qu'il manque des flux, ça c'est un gros problème aussi. Donc ça a beau être pas cher, personne n'en veut, donc du coup vous n'arrivez pas à faire monter les cours parce qu'il n'y a pas d'acheteur. Mais globalement également c'est le futur. Donc le futur c'est quoi? C'est est-ce que l'entreprise va continuer à délivrer les résultats qu'elle délivre aujourd'hui et qui lui permet d'avoir un PER si petit à l'avenir ou pas, ou moins? Et donc derrière, c'est d'expliquer, de se projeter sur ça et de se dire potentiellement le marché valorise comme ça en pas cher parce qu'il a peut-être une bonne raison de le faire, c'est qu'il ne croit pas que ça va pouvoir tenir dans l'avenir. Et après, évidemment, c'est à vous d'étudier et de pouvoir dire le marché a tort ou il a raison, dans quelle proportion, etc. Mais globalement, le graphique vous le dira. Le jour où les risques s'enlèvent et le marché commence à y croire à nouveau, ben, ça ne va pas le faire à moitié et vous aurez votre cassure et ça va partir. Mais en attendant, comme on le voit sur Arcelor, un petit PER ne veut pas tout dire également et il ne faut pas croire quand on fait de l'investissement value, etc., que le marché est couillon. Le marché, c'est une question de flux. Le marché peut potentiellement bêtement sous-valoriser des boîtes parce qu'il est obligé de sortir. Il a des appels de marge, il a des clients qui veulent faire des retraits, et il est obligé de sortir, même s'il croit que c'est pas cher, il sort et donc du coup il fait baisser le prix et il rend le tout encore moins cher. Et c'est ça finalement les excès, les inefficiences de marché, et c'est ça en tant qu'investisseur individuel dont on essaye de profiter. Mais après, vous avez des titres qui ne sont pas chers, tout simplement parce que le marché considère qu'ils vont peut-être détruire de la valeur à l'avenir. Donc c'est à vous de faire vos propres études après pour pouvoir sortir la vérité éventuellement. Sinon, d'un point de vue semi-conducteur, on a ASM, pour moi c'est toujours des constructions. Donc on reste dans des grands biseaux descendants et vous voyez des constructions un petit peu en range, en intermédiaire. Donc il faut sortir par le haut ou par le bas pour avoir la suite. Sinon vous avez des valeurs qui sont en tendance baissière mais qui sont en amélioration comme Atos. Donc on a cette congestion là. On est en train éventuellement de revenir chercher le point haut. Donc à voir si on arrive à valider ou pas. Il y a des bons volumes. Donc pour moi, ça reste positif et globalement, ça reste des titres aujourd'hui qui certes sont en tendance baissière, mais qui vous permettent de superformer le marché par exemple. Donc c'est là aussi où c'est important de bien comprendre qu'il y a des cycles sur les marchés et qu'il y a des cycles où la tendance est haussière sur les marchés et donc il faut faire du suivi de tendance. Et puis il y a des cycles où le marché est en tendance baissière ou très volatile et donc suivant votre profil et suivant votre caractère et votre expérience, il faut aller chercher d'autres choses que du simple suivi de tendance qui certes potentiellement peut ne pas vous faire perdre beaucoup, mais aussi limitera votre perf. C'est une question de savoir ce que vous recherchez, bien entendu. Sinon, il y a encore des titres qui sont dans des bonnes configs. Comme je l'ai dit en début, il y a beaucoup de titres qui ont beaucoup de cash et qui peuvent être attirés tout simplement par faire des OPA, mais aussi faire des OPR, donc se retirer de la bourse, racheter leurs propres actions, se sortir de la bourse. Ça peut être le cas, par exemple, de Boiron. Alors Boiron, je le dessinerai peut-être plutôt comme ça, globalement, mais voilà, ça se regarde. Il y a une bonne congestion qui est ici, en gros, au-dessus des 38 €, mais c'est un débordement des 42-44 qui permettrait éventuellement d'avoir un débordement. Carrefour paye ce qui est en train de se passer sur les Walmart, Tiger et compagnie. Hein. Donc on voit que le côté défensif de la distribution n'y est pas vraiment maintenant parce que on constate globalement que le consommateur est déjà arrivé un petit peu à la limite. Alors après Carrefour et sur d'autres marchés, on voit c'est la limite sur les Américains, mais quand je regarde la France, globalement le taux d'épargne est encore très fort en France, mais pour autant les gens en fait ont un taux d'épargne qui est très important, mais ne se considèrent pas comme l'ayant. Donc, ils n'ont pas cette mentalité de dire « je suis encore prêt à payer ». Donc, ils ont un taux d'épargne qui est assez important, mais ils sont déjà dans cette idée de limiter leurs coûts. Maintenant, bien entendu, ce que je dis, c'est de manière générale, il y a une majorité de gens aujourd'hui qui n'arrivent déjà pas à boucler les fins de mois. Hein. Donc, on est déjà dans cet aspect consommateur et dans cet aspect classe moyenne aussi qui était peut-être à faire du bio, comme je vous ai dit, et on voit les ventes de bio réduire énormément et les discounters reprendre un petit peu des marges là-dessus. Donc, évidemment, on est très général ici. Il y a toujours des gens dans les commentaires qui me disent des trucs. C'est normal, je ne peux pas être spécifique, sinon on fait une vidéo de 4 heures. Hein. Mais voilà, c'est l'idée générale. CGG, donc pour moi, on est en train de rebondir ici, mais il y a un gros blocus sur les 1 €, donc il faudra réussir à passer. Sinon, le risque, c'est de revenir taper ici, c'est 86.
Honnêtement, je ne suis pas contre, hein, je garde un fond de ligne que j'aimerais bien accumuler. Claranova, on en avait parlé sur l'académie, globalement, il y a ça qui est intéressant. Alors ça reste une valeur de croissance, et ça reste une tendance baissière, mais vous voyez, vous arrivez dans des biseaux descendants, c'est des valeurs de rebond jusqu'à ce qu'elles construisent, hein, et ça prendra du temps. Donc il ne faut pas penser, voilà, j'achète maintenant et c'est bon, ça va partir comme un bouchon de champagne. Non, ça risque de faire ça, d'hésiter, de recasser par le bas et petit à petit, en fait, de vous construire une figure. Et ça, c'est ce qui vous permettra de dire, ok, on va pouvoir jouer le retournement peut-être un petit peu plus long. Mais pour l'instant, voilà, c'est déjà du rebond au prorata et après on verra. Sinon, on a vu cette semaine aussi des belles choses sur les valeurs de les biotech. Alors bien entendu, c'est des tendances baissières, hein, je ne dis pas le contraire. On parle essentiellement de rebonds et des rebonds qui peuvent essentiellement jouer la prolongation, si une bonne news encore plus. Mais DBV en fait partie, j'ai vu Nicox aussi, Selectis, Inat Pharma, bref, vous en avez quelques-unes. Ça reste des tendances baissières, mais pour les personnes qui veulent jouer des rebonds et plus si affinité, ça peut éventuellement se jouer. Quand on regarde Eramé, on a eu un bon rebond sur cette zone des 114 € qui vient chercher la zone de résistance pour le moment. Donc là maintenant c'est la même chose, c'est éventuellement de la construction dans cette zone. Il faudra casser en gros cette zone-là par le haut pour relancer la tendance haussière. Si on casse ici par le bas, ben, ça sera du zigzag supplémentaire et il faudra voir après, à ce moment-là, on commencera à construire un autre type de figure et il nous faudra quelques niveaux supplémentaires. Galapagos, c'est les 52 pour moi qui vont 52 € pour moi qui vont être très importants à tenir globalement. Et ensuite, il faudra casser cet oblique. Alors, je n'ai pas très bien tracé, mais vous avez compris l'idée. Il faudra recasser cet oblique des 55, 57 pour un petit peu relancer la dynamique. Donc, ça reste de la construction en attendant à ce stade-là. GTT, c'est toujours positif, c'est toujours haussier. Voilà, hop, on avait cette petite figure de congestion ici qui casse par le haut, donc éventuellement pullback. Si ça réintègre, c'est le début où il faut commencer à se dire que les valeurs pétrole ne sont pas has-been. Je continue de penser qu'elles vont faire des chiffres énormes et que ça continuera dans le temps. Mais éventuellement, il faut aussi considérer que ce n'est pas parce que à long terme c'est positif, etc., qu'à court terme, vous ne pouvez pas avoir des reprises de souffle plus ou moins importantes qui se mettent en place. Donc vous devez l'intégrer, ça aussi, que ça ne monte pas d'un coup d'un seul, sans pour autant changer la tendance de fond. Harmony Gold, pour moi, c'est que du rebond technique. On a cette zone de gap qui ne change pas trop la donne. Donc, il faudra voir la suite. Il faudra des chandeliers supplémentaires pour avoir une idée plus précise. Le luxe également, donc, qui est très pondéré dans le CAC 40 et qui donc mine un petit peu, évidemment, le CAC 40, alors qu'on a vu que les bancaires étaient plus résilientes, l'automobile aujourd'hui notamment. Mais voilà, on a ce luxe-là qui nous empêche un petit peu d'aller mieux. Toujours un biseau descendant pour Hermès. Le risque, évidemment, c'est la cassure par le bas de ce biseau descendant qui crée la capitulation. Mais à ce stade, voilà, ce qu'on a validé, c'est le niveau de résistance des 1090 €. Donc, on est en train de revenir chercher le support éventuellement. Éventuellement, on rebondira comme ça, ou on va aller chercher là. Bref, vous avez besoin de plus de chandeliers pour commencer à construire la congestion et à avoir un avis un petit peu plus tranché et un plan, avec des repères. Donc, c'est ça qui va nous manquer globalement. Imeris, même chose, c'est baissier, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est qu'on est sur une zone de support. Tiendra pas, ça sera la question. Et après, il faudra réussir à recasser par le haut pour parler de retournement. Bref, je vais rapidement parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine si jamais il y a un petit peu d'avancement. Mais là, il n'y a pas plus à se dire. Après, vous allez avoir des dossiers qui ont été intéressants par le passé, etc. et qui reviennent, qui corrigent en moyenne de 30, 40, 50% et qui vont revenir ou qui reviennent sur des zones qui peuvent être intéressantes. Alors, pour faire du rebond technique ou à plus moyen terme, si vous croyez au dossier, pour commencer éventuellement à rentrer quelques lignes sur une zone qui peut faire support. Donc ici, globalement, entre les 42 et les 45 €, vous avez une zone sur Interparfum qui peut faire sens. Alors après, ça ne veut pas dire que ça va remonter comme un bouchon de liège, bien entendu. Il y a en général un rebond au prorata et après il faut que ça construise avant qu'on puisse commencer à parler du retournement. Bref, vous connaissez la chanson si vous regardez ces vidéos depuis un moment. LVMH, même biseau pour moi que sur la plupart des titres typés Luxe ou Momentum globalement. Momentum de 2021. Même niveau, hein, il n'y a pas grand chose à espérer sur LVMH tant que vous ne cassez pas les 600 €. Donc que du
que du rebond technique en attendant et de la construction. Morel et Prom, ça reste positif, bien entendu. On bute un petit peu là-dessus. Voilà, éventuellement une construction intermédiaire qu'on est en train de faire. Hop, je vire le reste. Ça reste, bien entendu, positif à ce stade-là. MGI Digital, même idée. On a une congestion qui peut être intéressante. C'est des titres qui ne sont pas super liquides. Il faudra casser par le haut. C'est opéable. On verra. Navia, on me l'a demandé. Pour moi, c'est toujours une tendance qui est baissière. Alors, on tient un support oblique. Donc, évidemment, méfiance si vous le cassez. On remettra au goût du jour plutôt cette zone ici, là, des 1 euro, voire un petit peu plus bas. Mais pour l'instant, c'est que du rebond technique. Il faudrait revenir ici dans cette zone-là, faire une toute petite consolidation dans le scénario idéal, hein, comme ça, et réussir à repartir là et refaire ainsi de suite. Bref, ou une grosse news évidemment, et on le fait en mode comme ça. Mais grosso modo, tant que vous n'allez pas voir une capacité du titre au minimum à remonter au-dessus des 1,60 €, 70 même, faut considérer les séances dernièrement comme du simple rebond technique, et le danger évidemment, c'est toujours, avec la probabilité, c'est toujours la cassure par le bas. Donc, pour l'instant, je dirais, je resterai encore un petit peu en retrait en attendant la suite. Évidemment, vous pouvez croire au dossier, hein, je n'en parlerai même pas. C'est d'un point de vue purement graphique, et après, il faut des chandeliers supplémentaires pour se dire, oui, c'est en train de s'améliorer. Neoen, on est toujours propre, hein, mais une espèce de range un petit peu dans cette zone-là. Donc entre les 35 € et les 42 €, il faudra en sortir. Tout ce qui est engrais et compagnie également, vous voyez, ça a fait consensus globalement, et donc on est en train de consolider. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas s'en mettre plein les poches, ça veut pas dire que les résultats vont être tellement exceptionnels que vous allez avoir un dividende du feu de Dieu, patati patata. Ça ne veut pas dire que le titre ne montera pas plus haut dans 2 ans, dans 3 ans, on ne sait rien. Ça veut juste dire qu'à court terme, on est en train de consolider à plat et qu'on attend le sens de sortie. Les probabilités sont évidemment plus en mode je relance par le haut, ce qui évidemment n'est pas cool, sur l'aspect alimentaire, qui éventuellement peut nous éclater à la gueule cet été. Donc on verra Orange qui arrive sur une zone de résistance, qui consolide. Ça reste défensif à ce stade-là, rien à dire. Et vous avez les dividendes, vous avez Amundi aussi, hein, qui va verser dividendes lundi. Ça reste des titres assez défensifs. Prosus, sinon, donc ça c'est lié à Tencent en Chine. C'est toujours une tendance baissière, mais vous avez une congestion qui se met en place. Donc si ça arrive à déborder, vous voyez, les 48 €, on peut avoir une amélioration vers les 51, 52. Mais voilà, il y aura du boulot aussi, mais ça sera un début. On cassera un petit peu la fin d'hémorragie, un petit peu baissière à ce stade-là. Évidemment, on ne fait pas un dessin, ça repasse en dessous des 43, c'est moyen moins. Rheinmetall, donc au niveau de l'armement, on a eu la correction, on a le rebond. C'était le scénario. Alors, il bloque un petit peu plus bas que ce que je pensais. Mais voilà. Et après, le risque, évidemment, c'est que vous recassiez ici par le bas et qu'on aille chercher les 160, grosso modo, et que vous construisiez une figure. Mais globalement, ça reste des tendances haussières de fond, mais vous avez une consolidation, voire correction intermédiaire qui se met en place à court terme. C'est ça l'idée. Ruby, ça continue d'être une tendance baissière, mais on congestionne bien. Donc voilà, le marché a bien validé cette semaine que c'est bien cette zone des 27 € et des brouettes qu'il faudra franchir. Au niveau de Sanofi, on a fait le pullback ici sur l'ancienne résistance et on relance. Donc là, la santé continue à être bien protectrice. Sartorius, donc ça c'est l'aspect croissance également. Donc on est dans le biseau, on a bien réagi, on tente le rebond. La route est longue, hein, avant de parler de retournement globalement, donc on reste dans la figure et il faudra encore plus de chandeliers pour avoir un avis plus moyen terme. Mais là voilà, c'est le rebond qui se met en place. Mais on reste en casquette, mode prendre ce qu'il y a à prendre, je dirais jusqu'à 320, 330 €. On ne change pas trop le schmilblick. Schneider, ça on me l'a demandé également. Donc ça reste pour moi des bons titres à long terme, hein. C'est juste que voilà, l'idée c'est que vous êtes dans des constructions intermédiaires. Alors il faudra voir ce que le marché privilégie, on peut tracer différemment, donc à être à quelques euros près de différence. Ne jamais omettre que les biseaux descendants peuvent casser par le bas et c'est ce qui vous crée la capitulation. Donc toujours se garder une cartouche au cas où. Et en attendant, voilà, pour l'instant, vous voyez, on bute, alors si j'arrive à tracer droit, le rebond technique a buté sur ces 130, donc c'est ces 130 € qu'il faudra casser avant de pouvoir se dire, on rebondit un petit peu plus fort. Pas retournement,
Parce que le retournement, c'est beaucoup plus haut qu'il faudra aller, c'est ce débordement des 140 euros. Donc, du boulot et du temps. Hein, ça prend du temps. De l'observation, c'est la qualité première du trader. Société Générale, on a fini par casser ce triangle symétrique par le haut. On est venu chercher, hop, la résistance horizontale. On aura peut-être un pullback la semaine prochaine. Globalement, tant que vous restez au-dessus des 23, 50, 60, ça reste OK. Mais il faudra réussir à déborder ça pour essayer d'aller chercher les 26, qui restera l'objectif. Solution 30, pour moi, il n'y a toujours pas grand-chose. Alors, ça finira en OPA ou pas, j'en sais rien. Mais globalement, pour commencer à le jouer, je veux voir un truc comme ça. Et là, je commence à jouer. Pour l'instant, je laisse de côté à ce stade-là, surtout l'état des marchés. L'automobile s'est plutôt bien comporté cette semaine, mais il y aura du boulot là aussi, hein, comme pour tout. Hein. C'est-à-dire que globalement, hop, on est en train de congestionner. On a bloqué cette semaine. Aujourd'hui, là, on a bloqué un petit peu, mais en gros, voilà, vous avez un bon support sur cette zone des 13 euros. On bloque sur les 14 euros pour arrondir. Donc voilà, ici, c'est de la congestion. Vous cassez par le bas, scénario caduc, on verra où on s'arrête et qu'est-ce qu'on construit plus tard. Ou on casse par le haut, on peut relancer un rebond mode prolongation un petit peu plus durable. Et très certainement, on viendra valider cet oblique ici, aux alentours des 14 euros et des poussières. Et après, ça demandera un petit peu plus de temps. Parce que voilà, moi, je ne crois pas aux trucs qui font ça. Hein. Honnêtement, en mode bisounours, Vladimir Poutine signe la paix. La Chine décrète que c'est bon, tout va rouler. Le consommateur dit « pas de problème, je vais tout vous acheter » et on repart berserk. Non, on a du mal aujourd'hui à voir les catalyseurs, c'est une question de flux. Technicolor, ça bouge plutôt pas mal, ça se tient, hein, on a tenu cette zone des 2,80 et il y a la résistance ici. Donc éventuellement le petit pullback et derrière il faudra réussir à casser par le haut pour continuer l'embellie. Technip Énergie, vous avez une petite congestion qui se met en place, hein, ici, si je nettoie le reste pour que ça soit un petit peu plus lisible. Et on en est là aujourd'hui. Donc il y a deux choix, hein. Soit vous arrivez à casser par le haut et en effet on retrouve la tendance haussière de fond, soit on casse par le bas et il va falloir commencer à se dire qu'on va consolider un petit peu plus profond et j'aurai une petite idée sur ces 10,50 €. Ça reste un dossier que j'apprécie, mais graphiquement parlant, je lui donnerai encore du temps. Thales, même chose que Rheinmetall, je ne vais pas m'y pencher. Tilray Brands, donc c'est du cannabis, ça fait typiquement partie des titres que je regarde, que je considère comme des titres de croissance, mais qui peuvent avoir un atout à jouer parce que ils vont continuer de croître. Même si le marché rentre en récession, etc., peut-être même qu'il faudra fumer un petit peu plus pour se décontracter. Toujours est-il, alors ça c'est canadien, il y a d'autres dossiers, éventuellement j'avais fait déjà des vidéos il y a quelques temps, mais j'en ai reparlé avec un ami, peut-être qu'il faut que je refasse une couche dessus pour parler du secteur peut-être, pour peut-être rafraîchir la mémoire. Mais toujours est-il, voilà, c'est pour moi quelque chose qui évolue en biseau, alors ça peut toujours casser par le bas, hein, on n'oublie pas, bien entendu, mais ça se regarde, c'est des tendances baissières, c'est clair. Ça reste de la volatilité, donc je reste en mode je joue des rebonds actuellement, jusqu'au moment où peut-être ça s'améliorera et que je commencerai à jouer des positions un peu plus moyen terme. Alors je préférerais les jouer sur des titres plus américains, qui vont plus profiter évidemment de la légalisation aux US, que sur des titres canadiens. Mais à ce stade-là, j'aime bien Tilray parce qu'il y a beaucoup de volume, c'est bien volatile. Donc en mode trading, je dirais c'est un bon outil. Plutôt que d'essayer de parier sur un plus petit acteur qui a moins de volume, qui sera peut-être top à moyen long terme, mais en trading, je vais me faire coincer. Voilà, donc ça se regarde. Dernièrement, ce que l'on a, et ce que j'apprécie sur à peu près toutes les valeurs un petit peu plus petites de croissance, c'est que voilà, on a eu un petit peu les capitulations, grosso modo, les réactions, et là maintenant, on est dans la construction. Donc si ça fait ça, évidemment, tant pis, hein, c'était pas le bon moment, mais si ça me fait un truc comme ça, enfin, hop, je vais y arriver, comme ça, hop, et je commence à congestionner là, ça commence à m'intéresser, surtout si je vois ça sur beaucoup plus de titres, et peu importe ce que fait Apple, hein, c'est ça qui m'intéressera. Total Energy, on est arrivé sur une résistance intermédiaire, peut-être un petit peu de consolidation, mais ça reste globalement positif. Alors il faudra voir évidemment le cours du Brent. Twitter, ça tient plutôt bien. Alors bien entendu, il y a toute l'histoire Elon Musk rachète ou il ne rachète pas. Le marché à 37 $ alors que l'offre est à 54, grosso modo, il vous explique qu'il n'y croit pas. Hein, donc ça veut dire qu'il pense que Musk va se retirer, va payer peut-être son milliard de compensation.
Twitter va évidemment l'attaquer, mais ça prendra des années pour éventuellement accoucher d'une souris. Tout ça après est très politisé, et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il faut bien comprendre pourquoi Tesla en est là aujourd'hui, parce qu'il y a eu copain-copain d'un point de vue démocrate et politisé, et maintenant Musk est en train de cracher dessus. Donc ça va, et comme de par hasard, vous avez un petit peu toutes les affaires qui ressortent. Donc voilà, c'est là où il faut faire très attention quand vous investissez sur du Tesla ou sur du Twitter, par exemple aujourd'hui. C'est au-delà de la boîte, de ce qu'elle fait, de ses résultats, etc. C'est le management. Et quand vous avez un patron comme ça qui est un petit peu l'homme fort, eh ben ça peut énormément, ce qui se passe avec lui, ça peut énormément impacter votre action. Donc il ne faut pas le négliger, clairement pas, surtout en ce moment. On voit que Musk il est en roue libre, alors il a toujours été, mais aujourd'hui plus qu'avant, et il est imprévisible. Donc c'est très compliqué aujourd'hui d'investir sur des sociétés comme Tesla ou sur Twitter, parce que vous savez très bien que vous investissez sur un truc bien volatile, parce qu'au gré des différentes annonces. Néanmoins, Twitter, que ce soit avec Musk ou sans Musk, je considère qu'on a un prix qui est intéressant. On peut toujours aller sur 34, éventuellement, ce n'est pas impossible. Mais à titre personnel, voilà, j'ai pris une position, je l'ai dimensionné et je le joue. Je joue finalement, si vous voulez, que le prix de Twitter aujourd'hui est quand même à un niveau qui peut intéresser, même s'il n'intéresse pas à Musk, il peut intéresser. Et on joue l'aspect spéculatif. Bien entendu, s'il retire son offre, il y a fort à parier qu'on se prendra une benne. Ça fait partie du jeu. On dimensionne la position et on essaye de jouer avec les probabilités. Et on essaye surtout, je serais tenté de dire, de jouer avec l'hésitation du marché. On a vu hier Twitter qui a relancé un tweet pour dire que le deal était toujours en négociation. Twitter a pris $1. Donc c'est pour dire le niveau de confiance du marché, c'est pas top. Donc voilà, donc ça c'est à prendre en compte, mais sur une journée comme aujourd'hui, on voit Twitter plus 100% alors que le Nasdaq se prend une benne, bon bah c'est un petit peu résilient quand même. Donc ça tient un petit peu la corde. Résilience également sur Ubisoft, alors ça bloque sur la résistance, ça peut consolider, mais je pense qu'on a un retournement qui est en place, il y a des bons volumes, donc c'est intéressant. Hein. Globalement, ça aussi c'est opérable, ça peut passer. Unibail, c'était une bonne disposition, mais alors en une journée ça ne l'est plus. Et aujourd'hui on a fait le pullback. Donc on verra la semaine prochaine. Après, si on est plus long terme et qu'on dégrossit, il n'y a pas encore mort d'homme. Mais voilà, pour le trade court terme, ça a pris un petit peu un tir. Au niveau de Vallourec, sinon, on a eu l'annonce des résultats qui ont été vendus dans un premier temps, mais c'était pour rejoindre un niveau technique. Ne sous-estimez jamais la capacité du marché à mettre du temps, soi-disant, pour ingurgiter l'info, mais en fait, parce que techniquement, ils avaient besoin d'aller chercher un niveau. Et après, pouf, ça remonte comme un bouchon de lièvre, comme s'ils venaient juste de lire l'info. Donc ça, c'est bien à comprendre aussi, l'importance parfois que le marché a et donne à aller chercher des niveaux techniques avant de remonter et de vous donner l'impression qu'il a mis 1 heure à lire le communiqué. Des fois, c'est 24 heures. Donc là, c'est l'idée sur Vallourec. Globalement, on est allé chercher, boum, niveau de support, et paf, on remonte comme un bouchon de liège. Alors, on est en train d'arriver maintenant sur la zone des 14 € et des brouettes. On peut estimer que ça patinera un petit peu peut-être pour construire autre chose, mais ça reste une très belle tendance haussière. Et Worldline, c'est un petit peu comme Atos. Globalement, c'est une tendance baissière également, mais une tendance baissière qui commence à arriver un petit peu au bout. Dans sa congestion, on est venu chercher la résistance aujourd'hui, on bloque un petit peu à cause de la tendance. Évidemment, il ne faut pas casser par le bas, mais le zigzag peut continuer, mais le débordement de cette zone des 39-40 € peut commencer à acter petit à petit le retournement. Par contre, avant de parler de retournement et de tendance haussière, c'est pas demain la veille, ok? Donc il va falloir procéder par étapes et on va se dire que là c'est déjà bien, on a stoppé l'hémorragie et on tente de casser ces résistances de court terme là pour jouer des prolongations de rebond. On ne parlera pas encore de retournement à la hausse de la tendance, c'est trop tôt. Voilà pour cette semaine, comme d'habitude, j'espère que vous appréciez les vidéos. N'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne, vous devez avoir l'étiquette qui ressort et à avoir une autre vidéo également dans lesquelles je rentre un petit peu plus dans le détail de certaines choses. N'hésitez pas à voir l'ensemble des vidéos, à voir ou à revoir et vous comprendrez peut-être un petit peu la vue d'ensemble. C'est le but, c'est l'essentiel actuellement, surtout dans des marchés comme ça. Je vous souhaite un excellent week-end les graphes et je vous retrouve dans les commentaires. Salut!